Ce vendredi soir, Marc rentra chez lui, épuisé mais plein d'espoir. Après une semaine entière à voyager entre Lyon et Marseille, à réparer des avions et traquer des pannes mécaniques, il n'aspirait qu'à une soirée paisible avec sa magnifique épouse, Élodie. 22 ans de mariage au compteur, 3 enfants désormais adultes et partis vivre leur vie, il se disait que peut-être, enfin, ils pourraient profiter d'une soirée romantique, juste tous les deux. Peut-être même sortir dans un petit bistrot cosy de Villefranche-sur-Saône, à 2 pas de leur maison. Elle entra par le garage, laissa tomber son sac à dos sur le carrelage, et se dirigea vers la cuisine. Sur la table, factures et courriers s'étalaient en désordre, rien d'inhabituel. Il feuilletait distraitement les enveloppes quand il entendit des pas précipités à l'étage, suivis d'une descente rapide des escaliers. Quelques secondes plus tard, Élodie apparut dans le salon, toujours aussi belle à 45 ans. Elle portait ce peignoir court, celui qui, autrefois, faisait battre le cœur de Marc à tout rompre. Et, bon sang, même aujourd'hui, une partie de lui réagissait encore à ce simple vêtement. Tu es rentré tôt, dit-elle, s'arrêtant net. Je ne t'attendais pas avant 1 heure au moins. Il jeta un œil à sa montre. Oui, un peu en avance. Tu as quelque chose de prévu? On sort ce soir? Elle cligna des yeux, évita son regard, puis répondit d'une voix hésitante, eh bien, moi, je pars. Le cœur de Marc fit un bond. Tout son week-end venait de s'effondrer en une phrase. Tu pars? Où ça? Avec qui? Il remarqua un petit sac de voyage posé soigneusement au bout du canapé. Élodie hésita trop longtemps. J'ai un rendez-vous avec Thomas Lefebvre ce week-end. Je reviens dimanche soir, on pourra en parler. Marc resta planté là, comme un idiot, le cerveau en surchauffe. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Mais elle n'attendit pas de réponse, tourna les talons et remonta à toute vitesse. La porte de leur chambre claqua violemment. Son peignoir flottait derrière elle comme un drapeau blanc. Mais qu'est-ce que c'était que ce bazar? Elle faisait vraiment ça? Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade, mélange de rage et d'incrédulité. Il avait besoin de témoins. Impossible qu'elle retourne cette situation contre lui plus tard. Il sortit son portable et appela sa fille, Sarah. Papa, répondit-elle, joyeuse comme toujours. Marc ne perdit pas une seconde. Il attrapa le sac d'Élodie sur la table, en vida tout le contenu sur le plateau de la table basse, clés, carte bancaire, gloss, et un paquet de 12 préservatifs Trojan. 12. Il lui avait fait une vasectomie il y a 15 ans. Et juste en dessous, un email de confirmation de réservation à l'hôtel Marriott de Kenworth, chambre 703 à 710. Il serra les dents, ramassa les cartes bancaires et les clés, glissa la confirmation dans sa poche. Puis, il déverrouilla le téléphone d'Élodie. Bien sûr, le code était leur date d'anniversaire. Quelle ironie. Pendant qu'elle se préparait sûrement pour son escapade romantique, il consulta la liste des contacts d'urgence dans son carnet de travail et trouva le numéro du docteur Lefebvre. Pas de portable, seulement le fixe. Il inspira profondément et appela. Après 2 sonneries, une voix répondit, « Oh, je vous attendais. » Marc reconnut immédiatement la voix de Rebecca, l'épouse de Thomas. Il tenta de garder son calme. « Bonjour Madame Lefebvre, je suis Marc Durand, le mari d'Élodie, qui est infirmière en chef à l'hôpital. Vous vous souvenez, on s'est croisés aux fêtes de fin d'année. » Un silence, puis un ton plus doux, « Oui, Marc, je me souviens très bien. Thomas et moi parlions justement de vous il y a quelques jours. J'attendais un coup de fil de sa part, pas le vôtre. Que puis-je pour vous? » Marc avala sa salive, cherchant ses mots. « Votre mari n'est pas à Boston pour une conférence? » Rebecca eut un léger rire nerveux. « Ah non, il est ici, mais... » Marc raconta alors la dispute avec Élodie, le week-end réservé à Kenworth, les 7 chambres contiguës. Silence de l'autre côté. Puis un soupir, « Je garde votre numéro, Monsieur Durand. Je vous rappelle. » Et la ligne se coupa. Marc jura intérieurement, ce nid de vipère allait bien plus loin que prévu. Il appela ensuite la directrice des services hospitaliers, Nathalie Moreau, amie proche d'Élodie, dont le mari, Karl, était sergent détective. La conversation fut brève, truffée d'inquiétude. Tout à coup, le téléphone d'Élodie vibra sur le comptoir. Instinctivement, Marc décrocha. Une voix paniquée s'échappa du combiné, « Élodie, il sait tout. » « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Élodie murmura faiblement depuis l'étage, « Rien, je le laisse paniquer. » Pendant ce temps, Karl confirmait ses doutes, la fameuse retraite d'équipe de Nathalie était un prétexte.
Et il y avait bien cette chambre réservée à l'hôtel. Marc sentit la tempête arriver. Puis, Élodie descendit les escaliers, telle une méchante héroïne de feuilleton. Elle portait une robe rouge en soie, moulante comme une seconde peau, avec un décolleté qui effleurait le nombril et une fente audacieuse dévoilant presque toute sa cuisse. Une vision à la fois sensuelle et dangereuse. Elle s'arrêta net en voyant ses affaires éparpillées. C'est quoi ce bordel, Marc? Je dois partir. Il s'avança, voix basse et tranchante, non, tu ne bouges pas d'ici ce soir. Assieds-toi et tais-toi, espèce de traîtresse. Elle trembla, défiante, je ne t'appartiens pas. Je fais ce que je veux de mon corps. Marc éclata d'un rire amer. Ah oui? Eh bien figure-toi que moi aussi. Sans réfléchir, il attrapa le décolleté de sa robe et tira violemment. Le tissu de soie déchira en un instant. Elle se retrouva presque nue, son soutien-gorge en dentelle grise fumée, porte-jartelle et bas transparents dévoilant une lingerie de luxe, mais surtout pas pour lui. Elle hurla, trébucha en arrière. Ma robe. Qu'est-ce qui te prend? Marc, la voix froide et tremblante, répondit, c'est ma robe. Je l'ai achetée pour notre 25e anniversaire. Comme toute cette lingerie. Si tu crois pouvoir partir habillé comme ça pour aller baiser un médecin, repense Y. À ce moment précis, son téléphone sonna. Il décrocha, toujours le regard braqué sur elle. Allô, Marc Durand. La voix de Rebecca Lefebvre retentit. Vous aviez raison. J'ai appelé la police, la voiture est saisie. Thomas a été arrêté il y a 5 minutes. Élodie pâlit, poussa un cri de panique, qu'est-ce que tu as fait, Marc? Avant qu'il ne puisse répondre, leurs enfants entrèrent en trombe, papa, c'est quoi ce bordel? Maman, ça va? Liam, le fils aîné, fixa sa mère, les yeux pleins de colère et de déception. Sarah s'approcha, jaugeant sa robe en lambeaux. Maman, qu'est-ce que tu as fait de ta robe? Liam, sarcastique, 12 préservatifs dans ton sac? Tu prévoyais de faire des ballons d'eau, ou quoi? Élodie murmura, tremblante, ce n'est pas à moi. Liam répliqua, venimeux, et où tu comptais aller pour ce week-end sexy, hein? Sans ton mari? Elle haussa la voix, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Mais le regret traversa son regard aussi vite qu'un éclair. Noah arriva alors, tenant une lettre qu'il tendit à son père. Tiens, papa. Ça était sur le comptoir, c'est pour toi. La lettre disait, mon cher mari, ma sœur s'occupe de notre mère, je vais être avec elle ce week-end, je rentre lundi soir. Bisous, Élodie. Marc comprit qu'elle avait préparé son mensonge à l'avance, son plan d'évasion en train de s'effondrer. Juste à ce moment, la sonnette retentit. Les parents d'Élodie entrèrent en trombe. Élodie, ça va, pleura sa mère. Qu'est-ce qui se passe ici, rugit son père. Et la jambe d'Élodie fléchit, elle s'évanouit, presque nue, au milieu du salon. Marc, épuisé, lança, bienvenue dans l'œil du cyclone. Ta fille vient de faire exploser notre mariage, sa vie, et peut-être sa carrière. Alors que la mère d'Élodie la berçait, la température dans la pièce chutait de 10 degrés. Le père, raide comme un piquet, fixait Marc d'un regard chargé d'espoir. Marc raconta tout, chaque détail, chaque mensonge, la vérité implacable. Élodie revint à elle, vit sa famille, ses enfants, la robe déchirée, et son mari impassible. Elle éclata en sanglots, s'accrochant à la manche de sa mère. Aide-moi, maman. Marc la regarda, glacial, tu veux de l'aide? Appelle ta sœur, celle que tu prétendais aider ce week-end. Peut-être qu'elle te rendra l'appareil. Il sortit la fausse lettre de sa poche et la tendit au père d'Élodie. Lequel lut à voix haute, tandis que Marc composait le numéro d'Amandine, la sœur d'Élodie. La conversation dégénéra en hurlements entre les deux femmes, Élodie s'effondra de nouveau, pleurant à chaudes larmes devant tout le monde. Puis ce fut Karl, le mari de Nathalie, qui appela pour confirmer les pires craintes, cette chambre, 12 personnes, médecins, infirmières, responsables des ressources humaines, un véritable réseau. Marc, las mais déterminé, ordonna à Élodie d'aller se changer et de préparer ses valises. Elle supplia, ne me jette pas comme ça. Marc cracha, tu t'en soucies seulement maintenant. Après avoir détruit notre famille. Elle s'enfuit à l'étage, un talon claquant dans le silence lourd du salon. Sarah murmura, je vais voir si elle ne fait pas de bêtises. 30 minutes plus tard, Élodie redescendit, décoiffée, mascara coulé, vêtue d'un vieux sweat et d'un jean usé. Elle traînait sa valise comme un poids mort. Noah se plaça devant la porte, sarcastique, rassure-toi, maman,
Adrien et moi veillerons à ce que ton prochain mariage ne gâche pas tes retraites sexuelles. Le père d'Élodie, toujours là, demanda à Marc, Y a-t-il une chance de réparer? Marc, sans émotion, elle peut en parler à mon avocat. Le père soupira, offrit un semblant de consolation, elle t'aime, tu sais. Marc le regarda droit dans les yeux, c'est leur excuse favorite, adulte consentant, personne n'est blessé, tant qu'on ne se fait pas prendre. Les scandales éclatèrent, les carrières s'effondrèrent, et la vérité fit des ravages. Marc engagea le divorce, laissant la colère et la douleur se mêler à la reconstruction. Mais, étrangement, après la tempête, leur vie intime reprit, plus sincère, plus authentique. Parfois, Élodie pleurait, murmurant des excuses, brisée mais sincère. Un jour, Marc croisa Thomas Lefebvre à la salle de sport. Le médecin, toujours arrogant, ne sut pas ce qu'il attendait. Marc lui fit payer cher ses erreurs, brisant doigts et dignité. Et la vie continuait, brutale et imparfaite. Mais une question restait suspendue dans l'air, comme un coup de tonnerre avant l'orage, qui d'autre savait? Et surtout, qui d'autre jouait un double jeu dans cette ville tranquille de Villefranche-sur-Saône? Les jours qui suivirent cette nuit fatidique furent un mélange d'angoisse, de colère rentrée et de silence pesant dans la maison des Durand à Villefranche-sur-Saône. Marc, malgré la tempête qui déchirait son couple, s'efforçait de maintenir une façade de normalité pour leurs 3 enfants, Sarah, Liam et Noah. Mais derrière cette apparente stabilité, chaque regard échangé, chaque silence prolongé, trahissait une tension presque palpable, comme si la moindre étincelle pouvait provoquer une explosion. Le matin glacial du lundi, alors que la brume recouvrait encore les toits des petites maisons en pierre de leur quartier, Marc se réveilla tôt. Il s'assit au bord du lit, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Élodie dormait encore, recroquevillée sous les draps, ses cheveux blonds en bataille tombant en cascade sur ses épaules nues. Sa peau pâle semblait presque translucide à la lumière blafarde du matin. Malgré tout, elle portait encore ce collier en or fin que Marc lui avait offert pour leur 10e anniversaire, un petit rappel silencieux des jours heureux. Et elle se leva doucement, enfila un vieux pull en laine et ses pantoufles usées, puis descendit dans la cuisine pour préparer un café. Le silence régnait dans la maison, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne posée sur la cheminée. Sur la table, un carnet noir au cuir craquelé attirait son attention. Il s'en empara et l'ouvrit. C'était le journal intime d'Élodie. Il hésita un instant, puis commença à lire. Les pages étaient remplies d'une écriture fine, nerveuse, parfois tremblante. Elle y racontait ses doutes, ses frustrations, ses moments de solitude malgré la famille. Mais ce qui retint particulièrement l'attention de Marc, ce furent des mentions répétées d'un certain Léo, un nom qu'il ne connaissait pas encore. Elle décrivait leurs rencontres secrètes, les rendez-vous dans un café discret du Vieux-Lyon, les regards échangés, les promesses murmurées. Marc posa le carnet, le cœur battant. Léo? Qui était-ce? Et quel rôle jouait-il dans ce chaos? Une pensée lui traversa l'esprit, une pointe d'humour noir. Eh bien, Élodie, tu avais plus d'un tour dans ton sac, et pas seulement des préservatifs. Plus tard dans la journée, alors qu'il se préparait à sortir, le téléphone sonna. C'était Nathalie Moreau, la directrice des services hospitaliers. Marc, j'ai quelque chose à te dire. Sa voix était grave, presque tremblante. Je suis désolé, mais il y a plus que ce que tu sais. Marc fronça les sourcils. Explique-toi. Nathalie prit une profonde inspiration. Thomas Lefebvre n'est pas le seul à avoir réservé ses chambres. Plusieurs autres médecins sont impliqués. Et certains dossiers montrent que d'autres membres du personnel, qui semblaient hors de cause, ont participé à ces soirées. Et je parle pas seulement de relations passagères. C'est organisé. Marc sentit un mélange de colère et de dégoût monter en lui. Un réseau? Oui. Un réseau, répondit-elle. Et ils font tout pour garder ça sous silence. Mais j'ai réussi à sauvegarder des preuves. J'ai peur pour ma carrière, ma famille, mais je voulais que tu sois au courant. Marc acquiesça, le visage dur. Merci de ta franchise. Je vais en parler à Karl. Après avoir raccroché, il se dirigea vers la salle de sport où il espérait croiser Thomas Lefebvre à nouveau. Il voulait lui faire comprendre, une bonne fois pour toutes, que la trahison n'était pas une simple erreur, mais une guerre ouverte. À son arrivée, l'endroit grouillait de gens s'affairant sur des machines dernier cri. Thomas était là, au fond, discutant avec un groupe de collègues, arborant ce sourire narquois qu'il avait toujours eu. Quand il aperçut Marc, son expression changea, un éclair de peur traversa ses yeux, vite remplacé par un masque d'indifférence. Marc s'approcha,
son regard noir planté dans celui de Thomas. Ce dernier fit un pas en arrière, mais Marc ne lui laissa pas le temps de dire un mot. Il attrapa l'avant-bras de Thomas, le força à se tourner vers un coin plus isolé. Tu pensais vraiment que ça allait rester secret, cracha Marc. Que je ne découvrirais rien. Thomas tenta de répondre, mais Marc l'interrompit, sa voix basse et menaçante, tu vas payer pour ce que tu as fait. Il y eut une lutte brève mais intense. Marc, malgré la fatigue, avait gardé sa force. Il asséna plusieurs coups précis qui brisèrent le poignet de Thomas, puis, d'un mouvement sec, lui infligea une douleur cuisante en serrant l'aine. Thomas hurla, tombant à genoux, suppliant pour un avocat. Marc, haletant, le regarda avec une froide détermination. C'est ça, espèce de salaud. Tu vas apprendre à ne pas toucher à ma femme. Plus tard, alors qu'il quittait la salle, il croisa Karl Moreau, qui le regarda avec un mélange de respect et d'inquiétude. T'as fait ce qu'il fallait, Marc. Mais attention, cette histoire est loin d'être terminée. Marc hocha la tête, le poids du monde sur les épaules. En rentrant chez lui, il trouva Élodie assise dans le salon, les yeux rouges, le visage fermé. On doit parler, dit-il simplement. Elle leva les yeux vers lui, un mélange de peur et de regret dans le regard. Je suis désolé. Mais Marc savait que ce n'était que le début d'un long chemin. Les secrets, les mensonges, les trahisons avaient laissé des cicatrices profondes. Et quelque part, dans l'ombre, une vérité encore plus sombre attendait d'éclater au grand jour. Alors qu'il s'apprêtait à refermer la porte derrière lui, un message anonyme s'afficha sur son téléphone, tu ne sais pas tout sur Élodie. Méfie-toi de ceux qui sourient trop. Un frisson glacé parcourut son échine. Et la partie était loin d'être finie. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison des Durand s'alourdissait comme un orage prêt à éclater. Marc, malgré la douleur cuisante de la trahison d'Élodie, tentait de rester maître de la situation. Il passait ses journées entre appels à des avocats, réunions avec la police menée par Karl Moreau, et longues heures à décortiquer les preuves amassées. Mais la nuit, dans le silence de leur chambre vide, les souvenirs et les doutes revenaient le hanter. Un vendredi soir, alors que la pluie battait contre les vitres de leur salon, Marc recevait un message mystérieux, regarde sous le tapis rouge. Tu trouveras des réponses. Intrigué, il se leva, traversa la pièce éclairée faiblement par une lampe ancienne, et souleva le tapis persan usé qui trônait devant la cheminée. Sous le tapis, un petit coffret en bois l'attendait, verrouillé. Avec précaution, il réussit à ouvrir le coffret. À l'intérieur, une clé USB et une lettre griffonnée à la hâte, si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment, branche cette clé. Mais attention, certaines vérités peuvent détruire plus qu'elles ne guérissent. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il brancha la clé sur son ordinateur. Rapidement, des dossiers, photos, enregistrements audio et vidéo s'affichèrent à l'écran. Des images d'Élodie, bien sûr, mais aussi d'autres membres du personnel hospitalier dans des situations compromettantes, des réunions secrètes au cœur de la nuit, des échanges de regards lourds de sous-entendus. Mais la pièce maîtresse, c'était un enregistrement où l'on entendait une voix grave, celle de Nathalie Moreau, en train de chuchoter à Élodie, tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est notre secret, pour avancer. Personne ne doit savoir. Marc sentit sa colère monter d'un cran. Il était pris dans une toile d'araignée dont il ne voyait pas encore les limites, mais il était déterminé à tirer sur les fils jusqu'à ce qu'il cède. Le lendemain, il retrouva Karl pour discuter de ses nouvelles découvertes. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une réunion discrète avec quelques alliés de confiance à l'hôpital, dans un petit café du quartier Saint-Jean, non loin de la cathédrale. Alors qu'ils s'installaient autour d'une table en chêne, Marc remarqua une silhouette familière entrer. C'était Léo, le mystérieux homme mentionné dans le journal d'Élodie. Il portait un trench coat sombre, ses yeux cachés derrière des lunettes noires. Un sourire en coin, presque moqueur, se dessina sur ses lèvres. Je suppose que vous m'attendiez, dit-il en s'asseyant sans invitation. Marc le fixa, méfiant, tandis que Nathalie, présente à la réunion, baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Léo s'adressa au groupe d'une voix calme mais assurée, vous pensez avoir découvert le vrai problème? Vous n'avez encore rien vu. Ce réseau est bien plus vaste, et il ne se limite pas à l'hôpital. Sarah, qui avait accompagné son père, fronça les sourcils. Comment ça, plus vaste? Léo regarda autour de lui, puis chuchota, des personnalités influentes de la région sont impliquées. Des politiciens, des entrepreneurs. Ce que vous avez vu jusqu'ici, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Marc sentit une boule se former dans son estomac. Plus il creusait,
plus le danger semblait grand. Alors qu'il débattait des prochaines étapes, une serveuse maladroite renversa un plateau de café sur la table, provoquant un instant de panique et de confusion. Un moment parfait pour que quelqu'un dans l'ombre puisse glisser discrètement un pli scellé dans la poche de Marc sans qu'il ne s'en aperçoive. Dès le retour chez lui, Marc ouvrit le pli. À l'intérieur, une simple carte avec un message énigmatique, la vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Cherche la clé dans la bibliothèque. Il se rendit alors dans la bibliothèque familiale, une pièce aux murs tapissés de livres anciens, où la lumière tamisée dessinait des ombres mouvantes. Parmi les ouvrages, un vieux dictionnaire trônait sur une étagère. En le tirant doucement, il découvrit un compartiment secret, contenant une clé en argent et une lettre écrite à la main, signée d'un nom qui lui glaça le sang, Antoine Durand. Marc reconnut immédiatement le nom de son grand-père paternel, disparu mystérieusement 30 ans plus tôt. Et la lettre disait, « Mon cher Marc, si tu lis ceci, c'est que les secrets de notre famille commencent à te rattraper. Cette clé ouvre la boîte où sont cachées les vérités que certains voudraient enterrer à tout jamais. Ne laisse pas le passé décider de ton avenir. » Marc serra la clé dans sa main, sentant le poids de l'histoire familiale peser sur ses épaules. Il savait qu'il venait de franchir un seuil dangereux. Alors qu'il s'apprêtait à chercher cette boîte mystérieuse, un coup violent retentit à la porte d'entrée. Sans prévenir, la porte fut défoncée, projetant un éclair de lumière dans le salon sombre. Une silhouette masquée entra, et dans un souffle rauque, une voix menaçante s'éleva, « Arrête de creuser, Marc. Certaines pierres doivent rester retournées. » Le souffle de la peur se mêla à la détermination dans le regard de Marc. Et la bataille pour la vérité venait à peine de commencer. Dans le chaos soudain qui s'était abattu sur la maison des Durand, Marc sentit son cœur battre à tout rompre. La silhouette masquée avançait lentement, ses pas résonnant sur le parquet ciré. La lumière blafarde des éclairs d'orage se reflétait sur le masque en métal poli, donnant à cette présence une aura presque surnaturelle. « Qui êtes-vous » cracha Marc, serrant la clé argentée dans sa main comme une arme. Aucune réponse. Juste un silence lourd, oppressant, avant que la silhouette ne se jette brusquement en avant. Marc esquiva de justesse, la porte d'entrée claquant violemment derrière l'intrus. Une lutte féroce s'engagea dans le salon, ponctuée par des coups sourds et des cris étouffés. Élodie, réveillée par le tumulte, apparut en haut de l'escalier, en chemise de nuit blanche, ses jambes longues et fines légèrement visibles sous le tissu léger. Ses yeux larges et effrayés cherchaient désespérément à comprendre. Elle descendit en courant, trébuchant presque sur le tapis déchiré, un bijou en forme de plume d'argent pendant à son cou scintillant faiblement dans la pénombre. Marc saisit sa main, la serrant avec force. « Reste derrière moi. » L'intrus recula, grognant, puis sortit de sa poche un petit appareil émettant un sifflement aigu, plongeant la pièce dans une lumière stroboscopique. Marc cligna des yeux, la douleur lui vrillant les tempes. Lorsque les lumières se calmèrent, l'homme avait disparu, laissant derrière lui une unique carte, posée sur la table, « Tu ne peux pas fuir la vérité. Tu es déjà piégé. » Sarah, qui avait suivi discrètement son père, ramassa la carte, fronçant les sourcils. « C'est quoi ce délire ? On dirait un film d'espionnage. » Liam, de retour de son travail, entra au même moment, l'air grave. « Papa, tu vas bien ?» demanda-t-il, jetant un regard inquiet sur la pièce en désordre. Marc hocha la tête, essayant de cacher la peur qui le rongeait. « Ce n'est que le début. Il faut qu'on reste unis. » Le lendemain, Marc décida qu'il était temps de creuser encore plus profondément. Il se rendit à la bibliothèque municipale de Villefranche, une bâtisse ancienne aux fenêtres gothiques, où il espérait trouver des archives sur son grand-père Antoine Durand. Alors qu'il feuilletait de vieux journaux poussiéreux, une photo attira son attention, un portrait d'Antoine, jeune homme au regard dur, posant devant un manoir en pierre taillée, situé dans les montagnes du Vercors. Une légende en bas de la photo disait « Antoine Durand, disparu mystérieusement en 1994. » Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce manoir, il devait le trouver. Peut-être que les réponses qu'il cherchait s'y cachaient. De retour chez lui, il montra la photo à Élodie, qui restait silencieuse. Son regard s'assombrit, et elle murmura « Antoine, ce nom a toujours fait peur à ta famille. C'est un passé qu'on aurait dû laisser derrière. » Mais Marc était déterminé. « Je dois y aller, Élodie. Je dois savoir ce qui s'est passé. » Sans un mot, elle hocha la tête, ses yeux brillant d'une tristesse nouvelle. Quelques jours plus tard, Marc se retrouva sur les routes sinueuses du Vercors, le coffre de sa voiture rempli de provisions et d'une vieille carte au papier jauni. La pluie tombait encore, rendant l'atmosphère lourde et mystérieuse.
Au détour d'un virage, il aperçut enfin le manoir. Imposant, avec ses murs de pierre grise couverts de lierre, il semblait sorti d'un autre temps, figé dans l'ombre des montagnes. Alors qu'il s'avançait vers la porte massive, un sentiment étrange l'envahit, celui d'être observé. Il posa la main sur la poignée froide et entra. À l'intérieur, le silence régnait, seulement brisé par le craquement du parquet sous ses pas. Des portraits anciens ornaient les murs, les visages gravés dans la pierre semblant le suivre du regard. Au fond d'un couloir, Marc découvrit une porte dérobée, entr'ouverte. Derrière, une pièce secrète remplie de documents, de lettres jaunies et d'objets personnels. Parmi eux, un journal intime qui appartenait à Antoine Durand lui-même. Marc s'assit, le cœur battant, et commença à lire. Les pages révélaient un secret de famille enterré depuis des décennies, une conspiration impliquant des affaires politiques, des trahisons profondes, et des pactes scellés dans l'ombre. Mais au milieu de ces révélations, une phrase attira particulièrement son attention, celui qui cherchera la vérité devra faire face à la plus grande des trahisons. Un bruit de pas résonna soudain derrière lui. Marc se retourna vivement, prêt à faire face à ce nouvel intrus. Dans l'ombre apparut une silhouette familière, un sourire froid aux lèvres, Léo. Bienvenue dans la vraie partie du jeu, Marc. Et dans cet instant suspendu, le poids des secrets du passé et les enjeux du présent se mêlaient, annonçant une bataille encore plus intense, où chaque vérité découverte risquait de tout faire voler en éclats. Les yeux de Marc croisèrent ceux de Léo, une lueur glaciale et déterminée dans leur profondeur. Le silence oppressant qui régnait dans la pièce secrète du manoir fut brisé par le claquement sec de la porte qui se refermait derrière eux. Léo, sans un mot, s'approcha lentement, laissant derrière lui une odeur subtile de cuir et de tabac froid, un parfum qui évoquait autant le mystère que la menace. « Je vois que tu as lu ce que je voulais que tu vois », murmura Léo d'une voix basse, presque un souffle. Antoine Durand n'était pas simplement ton grand-père. Il était au cœur de quelque chose de beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Marc, serrant toujours la clé argentée dans sa main, répondit d'un ton ferme, « Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Léo ? Pourquoi me suivre jusque dans ce trou à rats ?» Un sourire en coin fendit le visage de Léo, dévoilant une dentition parfaite, presque trop blanche pour être honnête. « Parce que, mon cher Marc, nous sommes liés, que tu le veuilles ou non. Et parce que le jeu ne fait que commencer. » Il fit un geste vers le journal d'Antoine. « Ton grand-père a découvert des choses qui auraient dû rester cachées. Il a essayé de s'en servir pour faire tomber des puissants. Mais ils l'ont fait disparaître avant qu'il ne parle. » Marc sentit une colère sourde monter en lui, mêlée à une peur viscérale. « Et toi ? Quel est ton rôle dans tout ça ?» Léo s'approcha encore, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. « Je suis celui qui garde les secrets, celui qui décide qui peut survivre et qui doit disparaître. Mais aujourd'hui, j'ai une offre pour toi. » Marc haussa un sourcil, défiant point. « Une alliance ?» souffla Léo. « Tu veux la vérité ? Je peux te la donner. Mais en échange, tu devras jouer selon mes règles. » Un coup sourd résonna soudain dans le couloir, suivi d'un chuchotement étouffé. Les deux hommes se figèrent, leur regard cherchant la source du bruit dans l'obscurité oppressante. Marc, l'instinct en alerte, murmura « On n'est pas seul ici. » Léo hocha la tête, un éclat amusé dans les yeux. « Toujours. » Soudain, la lumière vacilla, puis s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Le silence fut brisé par un bruissement rapide, des pas précipités, puis un cri étouffé. Quand les lampes se rallumèrent, Élodie se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage blafard, les yeux emplis d'angoisse et de détermination. Elle portait une robe noire en soie, fluide et élégante, soulignant ses courbes avec une grâce presque hypnotique. Un collier fin en argent orné d'un petit pendentif en forme de clé reposait sur son cou délicat. « Marc, il faut que tu arrêtes ça, » dit-elle d'une voix ferme, mais tremblante. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Marc la regarda, partagé entre l'amour et la méfiance. « Élodie, si ce que Léo dit est vrai, alors on est déjà en plein milieu d'un piège. Mais je dois savoir. Pour nous, pour nos enfants. » Elle s'avança, posant une main légère sur son épaule. « Parfois, la vérité est plus dangereuse que le mensonge. » Un silence lourd s'installa, où chaque respiration semblait résonner comme un coup de canon. Puis, Léo posa la main sur l'épaule d'Élodie, son sourire s'élargissant d'un air presque triomphant. « Tu vois, Marc, tu as déjà perdu. » Dans un mouvement rapide, il sortit un petit boîtier métallique de sa poche. Un bip sourd retentit,
suivi d'une explosion contrôlée qui secoua les fondations du manoir. Des débris tombèrent du plafond, le sol vibra sous leurs pieds. Marc attrapa Élodie, la tirant vers une porte dérobée qu'il avait remarquée plus tôt. Ensemble, ils s'engouffrèrent dans un passage étroit, à peine éclairé par des lampes à huile suspendues au mur de pierre. Alors qu'ils couraient vers l'inconnu, Marc sentit une main froide saisir la sienne. Il se retourna brusquement. C'était Léo. Son regard était devenu sombre, presque humain, et il murmura « Ce n'est pas fini, Marc. Ce n'est que le début. » Avant que Marc ne puisse réagir, Léo disparut dans l'obscurité du tunnel, laissant derrière lui un sillage de mystère et de menaces. Lorsqu'ils émergèrent enfin à l'air libre, la pluie avait cessé, et une fine brume enveloppait la vallée en contrebas. Le manoir était en flammes, ses murs rongés par les flammes orangées et le crépitement sinistre du bois qui brûlait. Marc regarda Élodie, ses yeux emplis d'une résolution nouvelle. On va devoir être plus fort que tout ça. Pour nous, pour nos enfants. Elle hocha la tête, un faible sourire sur les lèvres, mêlant la peur et l'espoir. Mais dans l'ombre des montagnes, quelque chose d'invisible, de froid et de calculateur, observait, patientait. Car la vérité, aussi brûlante soit-elle, cache souvent des secrets encore plus sombres. Et la partie, cette fois, n'était plus un simple jeu de trahison, mais une lutte pour la survie.